5 sur 7 matin, bienvenue donc dans la chronique économie de ce mercredi. On s'intéresse à cette décision qui veut désormais que les églises, les mosquées et autres lieux de culte puissent tenir une comptabilité. Il s'agit d'une décision prise par l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation de l'Afrique du droit des affaires. Ce n'est pas une décision nouvelle puisqu'elle date de décembre 2022 et le Bénin entend bien sûr la respecter. L'information a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, s'est allé dans tous les sens. Certains même sont jusqu'à dire que les églises, les lieux de culte seront désormais imposables. On verra tout ça de très près. Alessandra Diotan, bonjour. Bonjour Ebon Amégan et bonjour aux téléspectateurs. Nous avons donc choisi, tel que vous l'avez dit, éclairer ce matin les téléspectateurs sur les contours et le contenu de l'acte uniforme en général. Cet acte uniforme de l'OHADA qui est relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Des dispositions applicables entre autres aux confessions religieuses parce qu'elles se retrouvent dans la catégorie des entités à but non lucratif. Alors, il faut le dire, vous l'avez rappelé, cet aspect particulier qui concerne les confessions religieuses a été abordé déjà dans un premier temps par Jennifer Sachivi ici sur 5 sur 7 matin. Il avait été essentiellement question de lever les doutes et de rassurer que ces dispositions donc n'ont rien à voir avec la naissance d'un quelconque impôt applicable à ces entités-là. Aujourd'hui, nous irons un peu plus en profondeur en ce qui concerne le contenu même de l'acte uniforme, son champ d'application et sur quelques autres aspects également. Nous recevons donc à cet effet un économiste habitué de ce plateau. Rustico Rodrigue, bonjour. Bonjour madame, bonjour Raymond, bonjour à tout le monde. Alors on va déjà commencer par situer sur la portée des actes uniformes de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Alors les actes uniformes, qu'est-ce que c'est? Alors comme cela s'entend très bien. L'acte uniforme, c'est un corpus juridique qui permet quand même de réglementer un secteur. Alors, en la matière, l'OHADA dispose de plusieurs actes uniformes, parmi lesquels nous avons l'acte uniforme désormais qui régit les systèmes comptables des entités à but non lucratif. C'est ça. Ce qui fait objet du débat ce matin. Alors justement, pour en revenir à ce corpus-là, quel est son champ d'application? Alors, vous savez, ce nouveau référentiel s'applique aux entités à but non lucratif. Et quand on parle d'entités à but non lucratif, c'est des entités d'abord qui n'ont pas pour but de réaliser de profit. Et dès lors que vous n'avez pas pour but de réaliser des profits, ça veut dire que vous avez un but purement désintéressé. Et l'acte uniforme couvre un certain nombre d'acteurs. Nous avons dans un premier temps les autres professionnels qui sont dans le champ d'application de cet acte uniforme. Après les autres professionnels, nous avons également les associations qui sont régies par la loi 1901, qui font partie également de l'association du champ d'application. Nous avons également les organisations religieuses qui en font partie, dont les églises, les mosquées, tout ce que vous connaissez. Nous avons également les projets de développement, d'accord, qui font partie également du champ d'application. Et les fondations aussi font partie du champ d'application. Voilà autant d'éléments, d'accord, aujourd'hui que le législateur a estimé qu'il faut essayer de canaliser. Parce qu'il n'y avait aucune norme en la matière par le passé pour pouvoir réglementer alors ce secteur. Et j'avoue qu'il faut saluer quand même l'intelligentsia de deux acteurs principaux, à savoir le Sénégalais, Maître Oumar Sam, qui est le rédacteur de l'acte, et il faut comprendre également que le Bénin a joué également un rôle important parce que le co-rédacteur, c'est un Béninois, il s'appelle Joël Maboulou, Maître Joël Maboulou, qui est aussi un expert comptable diplômé. Je salue quand même ces deux acteurs-là qui ont pu rédiger alors cet acte uniforme applicable dans 17 pays de l'OHADA. Alors donc, vous voyez quand même que la portée n'est pas uniquement au Bénin. Donc, contrairement à ce que tout le monde dit que c'est une réforme du gouvernement, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est une décision de l'OHADA et chaque État doit pouvoir l'implémenter dans son exécution. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Ok, alors les outils à mettre en place en termes d'obligations, les moyens de contrôle au niveau, ça revient à chaque État, n'est-ce pas? Oui, bon, en fait, c'est vrai que le législateur a prévu déjà quelques moyens de contrôle. Déjà, j'avoue que si on prend le cas des associations,
bon, les associations avaient l'habitude de s'organiser. Au niveau des confessions religieuses, il y avait aussi un minimum d'organisation. Mais cette fois-ci, cette organisation a été renforcée. Parce que avec cet acte uniforme, c'est comme si tout ce que nous avons par le passé comme association, comme organisation religieuse, comme fondation, tout et tout, n'a jamais existé. Donc, ces acteurs vont reprendre tout à zéro, à savoir produire déjà un bilan d'ouverture. Donc, le bilan d'ouverture, c'est tout simplement un document qui retrace tout ce que vous avez comme actif, comme passif, à une date donnée. Donc, ces acteurs qui sont concernés par l'acte uniforme ont l'obligation alors de préparer du bilan d'ouverture, qui est le point de départ. Alors, dès que vous avez alors ce point de départ, oui, vous devez commencer alors par tenir une comptabilité régulière. Vous devez absolument avoir une comptabilité à jour. Avoir une comptabilité à jour, selon le législateur, c'est que dès lors qu'il y a un flux aujourd'hui, vous passez l'écriture aujourd'hui, vous tenez les comptes aujourd'hui. Il ne s'agira pas de reporter à demain un flux donné. Donc ça, c'est une première condition. L'autre chose également prévue par le législateur, c'est que vous devez tenir des documents. Nous avons ce que nous appelons les livres comptables obligatoires, qui ont été naturellement récupérés entièrement du CISCOAD à réviser, qu'on a ramené également au niveau des entités à but non lucratif. Et puis à cela, on a ajouté encore un nouveau élément, c'est le registre des donateurs. Vous savez que les organisations religieuses, surtout, puis les ONG consorts, ont l'habitude de recevoir des dons. Donc le législateur a prévu alors la mise en place d'un registre de donateurs. Ce registre de donateurs doit être coté et paraphé par le tribunal compétent et doit être tenu au jour le jour. Ça suppose quoi? Dès lors que, je prends le cas d'une messe, d'une église par exemple, vous avez des recettes, vous devez tracer cela dans le registre des donateurs. Alors, ce registre des donateurs doit avoir des mentions obligatoires. On a le nom de l'individu, son numéro IFU, ses adresses, le moyen de paiement, tant d'éléments. Même si c'est une personne morale, on a besoin quand même d'une traçabilité de nos risque de chasser les donateurs. Ah bon. Qui veut rester anonyme. Oui, le législateur a prévu cela. Vous savez, on a eu la chance d'être formé par le rédacteur même de l'acte uniforme, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Il a été suffisamment clair, il disait tout simplement, dès lors que vous avez fait un don, et que c'est sous anonymat, on va mettre dans le registre anonymat. Et on va mettre quand même le montant. Le plan ne se pose pas du tout. Oui, mais ça transparaît. Ça doit transparaître. Voilà, au principe de transparence. Donc, d'accord, c'est bien sûr ça. Donc, dès lors que vous ne tenez pas ces registres, alors vous êtes alors en infraction. Alors ça, il faut que les gens comprennent cela et il faut qu'ils se prennent très tôt parce que chaque État va décider désormais de mettre en place un autre support juridique pour accompagner la mise en œuvre de cet acte uniforme. Parce que à part ce mode de contrôle également, on dit dès lors que vous êtes une association aujourd'hui et que vous avez des ressources naturellement, vous avez par exemple les cotisations, les dons, les subventions, les legs, tout ce que vous connaissez là, si on fait la somme de ces ressources-là, on voit quand même que la somme de ces ressources-là dépasse par exemple 100 millions, on vous demande alors que vous avez l'obligation de désigner un auditeur qui n'est rien d'autre qu'un expert comptable diplômé reconnu par l'ordre du pays. Ah oui. Donc, et lui, vous le désignez, il a un mandat naturellement de 3 ans renouvelable une fois. Et cela suppose quoi? Ça, c'est une condition. Deuxième condition, c'est que soit le total de votre de vos recettes, de votre bilan. Par exemple, si je prends le site, c'est le bilan. L'agrégat, le minimum pour le bilan, dès lors que vous dépassez 100 millions, oui, vous avez l'obligation de désigner un auditeur. Si c'est les recettes, dès lors que vos recettes dépassent 200 millions annuellement, vous avez l'obligation également de désigner un auditeur. Ou bien vous avez un effectif permanent qui dépasse 20, vous avez l'obligation d'avoir un auditeur. Alors, ces 3 conditions ne sont pas cumulatives. C'est l'une ou l'autre. Dès lors qu'une seule condition est réunie, vous avez l'obligation alors de désigner un auditeur. Dès lors que vous désignez un auditeur, les moyens ne sont pas encore finis parce qu'on dit également que vous devez produire des états financiers en fin d'exercice. Ça suppose quoi? Parce que vous avez déjà des registres de donateurs, vous avez centralisé tout ce que vous avez comme entrée, tout ça. Donc vous devez maintenant produire des états financiers en fin d'exercice. Dresser également ce que nous appelons un inventaire en fin d'exercice. Ça suppose quoi? Les entités à but non lucratif
qui ne faisaient pas de l'inventaire par le passé sont tenus désormais de faire des inventaires. Donc l'inventaire n'est pas du recensement. Il faut faire le recensement, il faut faire l'évaluation. Donc il faut faire tout ça. Et ça, c'est aussi une obligation. L'évaluation du patrimoine. Bien sûr, l'évaluation du patrimoine, il faut le faire. Parce que quand vous parlez de recensement, c'est à quoi qu'il faut dénombrer. Bien sûr, non, bien sûr. Je sais que dans plusieurs entités aujourd'hui, on fait du recensement, on ne fait pas de l'inventaire. L'inventaire, c'est recenser et évaluer. C'est les deux qu'il faut faire, le patrimoine. Alors, donc, c'est ça qu'il faut faire. L'autre chose également, l'autre obligation qui s'impose à ces entités, c'est le rapport de gestion. Elles doivent produire des rapports de gestion réguliers. D'accord, ces rapports de gestion doivent être transmis également à leurs auditeurs dès lors qu'ils ont vraiment un auditeur. Et vous voyez, c'est autant d'obligations qu'il faut qu'aujourd'hui, les entités à but non lucratif vont se retrouver dans une position où elles sont obligées de se formaliser, elles sont obligées de s'organiser. Oui, mais quand vous êtes une structure religieuse où c'est la baraque du quartier qui vous réunit et le pasteur, il y a à la fois prédicateur, pasteur, comptable, il y a à la fois tout seul. Comment est-ce qu'il gère tout ceci? Alors, vous voyez quand même que lui-même, il va comprendre qu'il a des limites désormais. Désormais, il a des limites parce qu'il faut se faire entourer des sachants qui vont vous aider à mettre en place votre comptabilité, à vous suivre. Ça voudra dire que forcément, désormais, dans les églises, il doit y avoir un comptable. Absolument, absolument. Tout au moins un comptable. Tout au moins un comptable qui pourrait vous aider quand même à tenir les comptes. Sinon, vous ne pouvez pas alors restituer parce que si on vous fait un contrôle, on voit quand même que vous ne disposez pas de ces documents, bon là vous êtes en infraction. Et là, vous savez, l'OHADA ne peut pas légiférer sur le plan pénal pour chaque pays, parce que chaque pays est quand même souverain. Donc chaque pays va décider maintenant de mettre en place alors les peines. Et dès lors qu'on mettra alors en place les peines, vous comprenez que dès lors que vous êtes en infraction, c'est la sanction qui suit. Alors est-ce qu'au Bénin, on a déjà commencé Non, en réalité, on est actuellement à la phase de vulgarisation de l'acte uniforme. Parce que c'est rentré en vigueur juste le 1er janvier passé, 2024. Donc, c'est tout nouveau. C'est une décision qui a été prise depuis 2022. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, en la matière, dès lors qu'on prend une décision, on ne met pas ça tout de suite en application automatiquement. Il y a une période d'accord d'observation et d'information et chacun se prépare à ce que nous appelons la période de transition. Chacun se prépare pour aller vers alors, ce nouveau référentiel-là. Donc, ça a démarré déjà depuis le 1er janvier 2024. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a beaucoup de communication autour de ça pour sensibiliser, informer les gens, pour qu'ils puissent savoir vraiment quelles sont les obligations en la matière. Sinon, si chaque État décide désormais de faire sortir alors le corpus juridique pour accompagner l'acte uniforme, et ils seront vraiment surpris, ils ne peuvent pas s'en sortir lors des contrôles. Donc, je pense qu'il faut que ces organisations, ces acteurs s'organisent pour pouvoir vraiment être à l'abri du cela. Alors, Rustico Rodrigue, à première vue, ce qui suscite débat, c'est parce qu'on on pense qu'une comptabilité tenue régulièrement, la transparence instaurée et tout ça, ça permet à l'État d'avoir une vue directe sur certaines choses et donc, par conséquence, une certaine hausse de l'impôt ou l'application de nouvelles. Bon, la vision de l'acte uniforme n'est pas ça. De rendre imposable les Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus la transparence. Vous savez, nous sommes à l'ère du financement où on veut savoir, s'assurer tout au moins de là où vous tirez vos ressources. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient, d'accord, pour pouvoir canaliser un peu les choses dans le pays. Et je pense que c'est l'objectif premier d'abord, c'est la transparence. Maintenant, le second objectif, c'est que vous allez constater également parfois que nous avons des entités à but non lucratif, mais en réalité qui ne sont pas à but non lucratif. Ils mettent en fait le nom à but lucratif devant, mais ils ont des activités connexes. Exactement. Et c'est même une concurrence, bien sûr, de type commercial. C'est même une concurrence pour ceux-là qui sont dans le secteur formel. Et donc, cette réglementation vient faire la part des choses dissociées. Ça veut dire quoi? Dès lors que vous étiez une entité à but non lucratif et que vous avez des activités qui vous génèrent vraiment du cash, attendez, vous n'êtes pas concerné par ce référentiel. Il va falloir alors dissocier tout simplement l'activité lucrative de l'activité non lucrative. Sinon, on va alors mélanger les deux, naturellement. Donc, le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de savoir, parce que le législateur a été faisant crédit, dès lors que votre exploitation génère des ressources, dès lors que ces ressources sont encore réinjectées dans le fonctionnement, allant dans l'objet social de l'entité à but non lucratif, pas de problème. Ça ne me dérange pas. Mais si ce n'est pas le cas, et on prend alors ces ressources pour aller faire autre chose, pour créer des activités purement marchandes, alors ça devient du business. Donc, il faut qu'on soit clair.
on veut tout simplement faire la part des choses entre est-ce que l'entité à but non lucratif est vraiment à but non lucratif ou bien a alors des branches purement lucratives. Si vous avez des branches purement lucratives aujourd'hui, je vous conseille vivement de les séparer alors de ce qui n'est pas lucratif. Ça vous permet alors d'être alors dans ce champ d'application de ce nouveau référentiel. Voilà. Alors, en conclusion, que doivent retenir les différents acteurs en ce qui concerne l'acte uniforme de l'OHADA relatif au système comptable des entités à but non lucratif? Oui, ce que les acteurs doivent pouvoir retenir, c'est que l'exigence devient beaucoup plus renforcée. Ce n'est plus comme avant parce que désormais, ils ont des obligations de produire des états financiers comme les entités ordinaires. Ils ont l'obligation d'aller vers des experts comptables dès lors que les conditions sont réunies. Ils ont également l'obligation naturellement de tenir les livres comptables légaux et il y a le registre des donateurs qui est là aujourd'hui, qui peut être tenu physiquement. Et je rappelle que le registre des donateurs doit être coté et paraphé. Et mieux, ça peut être également tenu de façon numérique parce que le législateur a prévu cela puisque nous sommes au XXIe siècle. Donc il faut que les gens s'approprient de cela. Et je pense que c'est aussi une chance pour le Bénin d'avoir un de ces acteurs qui a contribué quand même à la rédaction de cet acte. Absolument. Et que Maître Ouma Sam aussi, qui est un Sénégalais, qui est en train de vouloir venir au Bénin aussi le dimanche prochain pour pouvoir rencontrer quand même certains acteurs et mieux leur expliquer en fait le fondement de cet acte-là. Je crois que c'est une chance pour le Bénin et puis l'intelligence du Bénin est en train d'aller également très haut. Voilà, donc l'on a tendance à faire une fixation sur les activités des confessions religieuses. Il convient d'insister sur le fait qu'elles se retrouvent dans le champ d'application de ces tests-là, juste en raison de la nature de leurs activités, des entités à but non lucratif. Ce sera tout. Edmond Rodrigue Amégan, nous remercions notre invité d'être passé sur ce plateau. Et merci également à vous, Alessandra Diotan, vous serez avec nous pour quelques semaines, c'est bien ça? C'est bien ça, C'est bien avec cela. plaisir. Merci beaucoup. Allez, 5 sur 7 matin, on en vient à présent.